Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais tout simplement tester un jeu. On m'a offert à Noël 300 questions et réponses manga. Donc voilà, donc ça se présente dans une petite boîte. J'y ai joué tout de suite quand je l'ai eu, mais depuis c'est vrai que j'y ai pas retouché. Du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous donner mon avis sur ce petit jeu et tout simplement que l'on puisse jouer ensemble parce que ça va me permettre de tester mes connaissances manga, mais également les vôtres. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires le score que vous aurez fait à la fin. Alors, à l'intérieur, ça se présente comme ceci, avec du coup toutes les petites cartes. Celle du fond, c'est celle auxquelles j'ai déjà répondu. Et il y a du coup 6 rubriques différentes qui sont décrypter, culture Japon, légende du manga, ça tourne, au cœur des histoires et personnages. On va donc se tester sur 4 questions par thème, ce qui nous fait donc 24 questions, et je rajouterai une petite 25e question perso, qui sera en rapport avec la chaîne. C'est parti, on m'a fait une sélection du coup de 24 questions, et je vais essayer d'y répondre. N'hésitez pas à mettre pause à chaque question, bien sûr, pour vous laisser le temps à vous également de répondre. Alors c'est parti, donc on commence par la catégorie décryptée, qui du coup est en orange. Et du coup j'ai la question 7 qui est: que signifie le symbole du corbeau associé à 3 petits points fréquemment utilisés dans City Hunter? Alors ça commence mal parce que j'ai regardé City Hunter quand j'étais très très jeune, j'ai très peu de références à ce manga, mais le corbeau avec les 3 petits points derrière, il me semble que c'est pour passer le temps. Je crois que c'est quelque chose comme ça, genre on m'a dit change de scène, quelque chose. Je suis vraiment pas certaine. Et la question 8 est: qu'indiquent les saignements de nez dans un manga? Ça c'est les mecs, quand ils voient un truc pervers, ils se mettent à saigner du nez, je crois. En tout cas c'est Sanji ma référence sur cette question. Alors, en réponse à la question 7, il évoque un moment de gêne et de solitude du personnage qui vient de se ridiculiser, par exemple après une mauvaise blague. Bon, bah du coup... pas de point sur cette question-là. Quant à la réponse à la question 8, le saignement de nez est aussi appelé anaji, exprime une excitation à connotation érotique. Bon, au moins un point là-dessus. Ce procédé stylistique comique au départ utilisé comme autocensure est récurrent dans les mangas et animés, par exemple Fairy Tail, One Piece, Dragon Ball, Naruto, Black Butler, Bleach, Soul Eater, etc. C'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup qui utilisent le saignement de nez. Alors ensuite, on m'a donné les questions 25 et 26. Qu'est-ce qu'un tantosha, entre parenthèses, métier? Et là, c'est QCM, on a 4 réponses possibles. Un assistant de mangaka, un correcteur, un éditeur, un agent artistique. Il me semble que c'est l'éditeur qui aide justement le mangaka à prendre ses décisions pour son manga. Question 26. Quel terme japonais désigne un style dans lequel les personnages sont de petite taille et dessinés de façon mignonne et caricaturale? Ah ça je kiffe, je trouve ça trop mignon. Il me semble que c'est le chibi, que c'est appelé le chibi. Réponse à la question 25, c'était bien un éditeur. Tantosha est juste le mot japonais pour le désigner. Et en réponse à la question 26, c'est bien le chibi. Les personnages dans ce style se caractérisent souvent par des dessins simplifiés à l'extrême, pas de nez et souvent des mains très petites et sans doigts. Bah moi surtout j'en ai vite fait l'expérience parce que mon tout premier manga c'est Shugo Chara et justement les fameux Chara sont tout en chibi et ils sont absolument trop mignons, et quand j'étais jeune je passais mon temps à essayer de les redessiner dans mes cahiers de cours parce que je les trouvais absolument trop choux. On a déjà fini du coup la catégorie décryptée, on passe maintenant aux 4 questions culture Japon. Alors la question 63, Hanami est une fête traditionnelle japonaise souvent représentée dans les mangas, en particulier dans les shoujo. En quoi consiste-t-elle? Pour moi, c'est à la fin de l'été, souvent il y a des feux d'artifice, les gens s'habillent du coup en yukata, et il y a aussi plein de stands de nourriture, etc. qui fêtent la fin de l'été. Je sais pas, en fait je sais pas ce que ça fête, mais je sais que le Hanami c'est généralement à cette période-là. Et ensuite, question 64, qu'est-ce qu'un kaiju? Un fruit, une arme, un monstre ou une créature mignonne? Bon, là c'est très simple, c'est un monstre. Réponse à la question 63. La tradition du Hanami, qui signifie regarder les fleurs, est un rituel japonais qui consiste à contempler la floraison des cerisiers. Et je m'attendais pas à ça. Ok, donc je connaissais la célébration, mais je savais pas qu'est-ce qu'ils célébraient. Donc voilà, je vais me coucher moins bête ce soir. Et réponse à la question 64, c'est bien un monstre.
Kaiju en japonais signifie bête étrange ou créature mystérieuse et par extension monstre. Question 65. Que signifie le terme Hijime, un problème dénoncé dans de nombreux mangas comme A Silent Voice de Yoshitoki Oima, Éclat d'âme de Yuki Kamatani ou Life de Suenobu Keiko. Alors pour le coup, j'ai lu que A Silent Voice, Éclat d'âme est sur ma wishlist, mais il me semble que c'est tous les trois des mangas qui dénoncent qu'au Japon, quand on rentre pas dans les cases, on se fait taper dessus. Donc ça se rapprocherait un peu du harcèlement, je dirais. Quelque chose comme ça, ou l'acceptation des autres, l'acceptation des différences. Je pense que ça doit tourner dans ce style-là. Question 66. Qu'est-ce que le tatemae et le hone? Il y a un H, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, hein, je ne parle pas japonais et je n'ai jamais appris à parler japonais. On a donc 3 réponses possibles, 2 concepts sociaux, les 2 faces de la lune, le yin et le yang. Bon, ça va que les réponses sont assez simples, je pense que du coup ce sont les normes sociales. Je sais que le tatemae, c'est le fait que les japonais ne veulent jamais dire non, qui cherchent toujours une manière un peu détournée de te faire comprendre que ça va pas être possible. Et pour le coup, le hone, ça me parle pas du tout. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce que c'est. Alors, réponse à la question 65. Hijime signifie intimidation. C'est un terme utilisé au Japon pour parler des moqueries et des agressions physiques ou psychologiques subies par des individus ne correspondant pas aux normes de la société japonaise. Bon, pour le coup, je m'étais pas trompée. Et réponse à la question 66, c'est 2 concepts sociaux. Ils sont très présents dans la culture japonaise et s'opposent. Le tatemae est la face que l'on expose aux autres, le hone est le véritable soi, les sentiments et le désir. Ok, alors j'avais bien eu la bonne réponse que c'était des concepts sociaux, mais au final sur qu'est-ce que c'était ces concepts, j'étais à côté de la plaque. On passe à la catégorie légende du manga avec la question 95. Qui a employé pour la première fois le mot manga? Osamu Tezuka, Eiichiro Oda, Kitano Takeshi, Katsushika Okusai. Alors bon, c'est pas Oda, c'est pas Okusai, il me semble non plus. C'est celui qui est l'auteur de la célèbre estampe avec la vague, je crois, d'Okusai, il me semble. Du coup, il reste Osamu Tezuka ou Kitano Takeshi. Osamu Tezuka, je sais il est considéré comme le dieu du manga et un peu le précurseur, mais est-ce que c'est lui qui a utilisé pour la première fois le mot manga? Je ne suis pas sûre. Je n'ai aucune idée de qui est Kitano Takeshi. Je vais essayer de guess et je vais dire Osamu Tezuka parce que comme c'est lui qui est considéré comme le dieu du manga, on va dire que peut-être, comme c'est lui qui a créé plein de règles du manga actuel, je vais dire Osamu Tezuka. Je valide ma réponse. Question 96. À quand remonte la première publication de planches de manga traduites en français? 1969, 1975 ou 1980? Alors, bon, ce qui est sûr, c'est que je n'étais pas née à cette période-là. Je vais dire 75 parce que 80, ça me paraît un peu tard et 69 un peu tôt, donc je coupe la poire en deux et je dis 75. Alors, la première réponse, c'est Katsushika Okusai. Oh, j'aurais pas... je pensais pas du tout. Qui du coup a vécu entre 1760 et 1849. Il l'a utilisé la première fois lorsqu'il a publié un recueil de croquis pris sur le vif ou dessins non aboutis en 1814. Ah bah ouais, c'est beaucoup plus vieux que ce que je pensais du coup, l'utilisation du terme manga. Et réponse à la question 96, il s'agit de 1969, donc je me suis aussi trompée sur cette réponse-là. Quelques planches de Bushido Muzanden de Hiroshi Hirata ont été publiées dans une revue consacrée aux arts martiaux japonais. Ok, donc à proprement parler, j'ai l'impression que du coup, ils l'avaient pas importé dans le sens où c'était du manga, ils l'avaient importé parce que le sujet les intéressait. Mais je pensais pas que c'était aussi vieux, c'est même plus vieux que mes parents, donc ça me surprend. Question 115. Au Japon, pourquoi le lecteur joue-t-il un rôle clé dans le système de prépublication des mangas? Si je me trompe pas, c'est parce que à la fin des magazines type Jump, etc.,
il y a des fiches à remplir pour dire quels ont été les titres qu'on a préférés dans le magazine. Et du coup, c'est grâce au vote de popularité qu'on sait si une série va être continuée ou non. Et si elle est basse dans le classement, je crois qu'elle se fait axe assez rapidement. Question 116. Quel est le premier mangaka à avoir obtenu le Grand Prix au Festival d'Angoulême en 2015 ? Rumiko Takahashi, Hajime Isayama, Katsushiro Otomo ou Jiro Taniguchi. Alors 2015, c'est une période où je lisais des mangas, j'étais au lycée, mais j'étais pas non plus ultra fan, je m'en renseignais pas, et à part Japan Expo, je savais même pas qu'il y avait d'autres événements qui tournaient autour des mangas, tout simplement. Hein. Alors, je vais procéder par élimination. Je pense pas que ce soit Isayama. Il me semble que Takahashi a été mise à l'honneur il y a 1 ou 2 ans, donc je dirais qu'en 2015, c'était pas elle. Du coup, ça va jouer entre Otomo ou Taniguchi. Mais Taniguchi est décédé il y a un moment, je crois. Je suis vraiment pas certaine. Du coup, par élimination, je dirais Otomo. Réponse à la question 115, parce que chaque série est soumise au vote du lectorat. Donc, pour le coup, je me suis pas trompée. Il suffit au lecteur de renvoyer le coupon réponse imprimé en fin de magazine. Si une série n'a plus la faveur du public, alors elle ne sera plus publiée dans le magazine et ne sera pas éditée ensuite sous forme de livre. Et réponse à la question 116, il s'agit bien de Katsuhiro Otomo. Il est le créateur du mythique Akira, série de science-fiction publiée dans les années 1980, et rapidement devenue une référence dans le monde de la bande dessinée. Alors, réponse au hasard, mais ça a quand même fonctionné. On enchaîne cette fois avec la catégorie Ça tourne, donc là on va plus être sur les animés. Et d'ailleurs mon copain qui a fait la sélection des questions a un peu galéré avec cette catégorie-là, parce que ils font beaucoup référence au Club Dorothée, que j'ai pas connu, et du coup il y avait plein d'animés qu'on connaissait pas ni l'un ni l'autre, donc il m'a dit qu'il avait un peu galéré. Par exemple, je sais que comme question il y avait compléter le générique de Jeanne et Serge ou compléter le générique de Lady Oscar, 2 animés que je n'ai jamais vus. Donc c'est vrai que c'est une catégorie dans laquelle je pense que je galérais en temps normal si je faisais absolument toutes les questions, mais apparemment là il a quand même choisi des questions sur lesquelles je pourrais m'y retrouver. Question 157. Quelle franchise de Magical Girl est la plus prolifique en termes de nombre d'épisodes ? Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, Shugokara ou Pretty Cure. Alors je suis très peu Magical Girl, le seul que je connais c'est Shugokara. Sailor Moon, je sais pas si c'est très long non plus. Je crois qu'en termes d'animé, je crois qu'il y en a 150 et quelques épisodes. Cardcaptor Sakura, je sais qu'il y a plusieurs saisons de Cardcaptor Sakura en manga, donc je pense qu'en animé ça donne un truc assez impressionnant. Mais il me semble que la réponse est Pretty Cure, parce que je lis le manga La Voix du Tablier, et dans La Voix du Tablier, il y a un personnage qui est extrêmement fan de Pretty Cure, et elle explique qu'elle a absolument tous les DVD de tous les épisodes, et je crois que ça représente une très grosse collection, donc je pense que c'est Pretty Cure. Question 158, qu'est-ce que la Toei Animation ? Pour moi, c'est des éditeurs d'animé, tout simplement. Genre, je crois que c'est eux qui éditent One Piece, d'ailleurs. Je les connais que pour ça. Hein. Je fais pas forcément gaffe aux producteurs, éditeurs d'animé, j'avoue. Je connais Mappa, etc., mais je suis pas une grande connaisseuse non plus. Réponse à la question 157. Il s'agit bien de Pretty Cure. Cette franchise évoluant autour d'un groupe de Magical Girls se battant contre des forces du mal nommées Pretty Cure compte plus de 850 épisodes répartis en 20 séries, et ce sont les chiffres de 2023. Et la réponse à la question 158, il s'agit d'un des plus grands studios d'animation japonais. Très prolifique, la société est derrière le plus célèbre adaptation de manga à l'image de One Piece, Sailor Moon ou encore Dragon Ball. Je n'étais même pas au courant pour Dragon Ball, mais voilà. Ok, je me suis fait un peu piéger, parce que la question 159, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Complétez les paroles du générique français de Lady Oscar. Lady Oscar, tu vivais sous une bonne étoile, sous la Révolution, sous une fausse identité, sous un pont. Alors, je vais chercher dans mes souvenirs lointains de est-ce que
quelqu'un m'en aurait pas parlé? Est-ce que j'ai pas entendu quelqu'un en parler dans un live ou quelque chose? Je crois, Lady Oscar, est-ce que c'est la même chose que la Rose de Versailles? Il me semble que oui, mais je suis pas certaine. Mais en tout cas, si c'est bien ça, je sais que dans la Rose de Versailles, c'est quelqu'un qui se travestit. Une femme qui devient chevalier, je crois, quelque chose comme ça. Donc, dans la logique, ce serait la réponse C, sous une fausse identité. On va tester la réponse C. Question 160. Quel film de Walt Disney s'inspire d'un manga de Osamu Tezuka? Il me semble que c'est le Roi Lion qui vient du Roi Léo. Et ça, c'est une info que j'ai eue dans une vidéo de Sofiane. Souvent, il fait des énormes vidéos qui durent 1 à 2 heures sur des sujets très précis. Et je crois qu'à un moment donné, il avait abordé soit Osamu Tezuka, soit le manga en général. Bref, je sais que ça vient d'une de ses vidéos et je suis quasiment sûre de ma réponse. Réponse à la question 159, c'est sous la Révolution, du coup, la réponse B. L'action de cet animé adapté du manga La Rose de Versailles de Ryoko Ikeda se déroule avant et pendant la Révolution française. Bon, pas de chance. Réponse à la question 160, il s'agit bien du Roi Lion. Il s'inspire du Roi Léo. On y suit les aventures de Léo, un lionceau blanc. Son père a été tué par un chasseur et lui a été capturé par les hommes. Léo va s'échapper pour revenir prendre les rênes de son royaume. Avant-dernière catégorie avec au cœur des histoires. Question 217. Avec le Death Note, on peut tuer n'importe quelle personne sur Terre, vrai ou faux? Alors, j'en ai déjà parlé, mais j'ai très peu regardé Death Note. Mais pour moi, c'est faux, parce qu'il faut absolument posséder le nom de la personne pour pouvoir la tuer. C'est d'ailleurs le problème avec elle, il me semble. Parce que du coup, on ne sait pas son vrai nom. Question 218. Quel genre le manga Junjo Romantica de Chungiku Nakamura a-t-il popularisé à l'échelle internationale? Le survival game, le yaoi, le seinen, la dark romance. J'ai vu cet animé il y a extrêmement longtemps. Je préfère l'auteur pour son titre, ou l'autrice pour son titre Sekaishi Hatsukoi, mais en tout cas je sais que c'est le yaoi. Réponse à la question 217, il s'agissait bien de la réponse faux. Il faut connaître le nom complet et le visage de la personne. Ah, je savais pas qu'il fallait savoir le visage pour le coup, j'apprends quelque chose. Et réponse 218, il s'agit bien évidemment du yaoi. Ce genre, appelé aussi boys love, relate des histoires de relations homosexuelles masculines. Question 241. Citez 3 mangas mettant en scène des Shinigami, personnification de la mort. Bah alors, je vais pas aller chercher loin. Death Note avec Ryuk, Bleach avec la Soul Society, et Black Butler avec le taré là, c'est quoi? C'est Grell Stuckliff, un truc comme ça. Mais en tout cas, le Shinigami là, avec les cheveux rouges qui est complètement taré et qui... J'allais dire un gros spoil, heureusement je me suis arrêtée là. Question 242. 6 adolescents jouent à un jeu populaire sur leur téléphone. Un joueur prend le rôle d'un loup caché parmi d'autres joueurs qui sont les lapins. À chaque tour, le loup dévore un lapin et les lapins restants doivent démasquer le loup. Le jeu devient réel. De quel manga s'agit-il? J'hésite entre 2, mais je me demande si les 2 c'est pas pareil. Moi je pense à Judge en premier, mais l'auteur il a fait plusieurs trucs dans le style. Je crois qu'il y a Dopt aussi qui est pareil. Donc je dirais Judge ou Dopt. Réponse à la question 241, ils ont cité plusieurs titres. Donc en premier, ils ont mis Bleach de Tite Kubo, Death Note de Tsugumi Oba, Soul Eater de Atsushi Okubo, Black Butler de Yana Toboso, ou encore Defense Devil de Yang Kyung-il. Ça pour le coup, je connais pas. Réponse à la question 242, Doubt de Yoshiki Tonogai. Alors pour le coup, j'ai lu Judge il y a vraiment très longtemps, mais j'ai jamais lu les autres titres parce que ouais, ça se lit bien et tout quand t'es au lycée, mais en vrai, je vois pas l'intérêt de posséder ça dans ma mangathèque particulièrement. Dernière catégorie avec cette fois les personnages. Question 279 dans le manga. Question 279 dans le manga To Your Eternity de Yoshitoki Oima, Im, le personnage principal, est immortel et polymorphe. Sous quelle apparence est-il envoyé sur Terre au début du manga? Un minéral, un animal ou un être humain? Alors, j'ai pas lu ni vu To Your Eternity, mais il me semble que sur une vidéo de quelqu'un sur YouTube, j'avais vu quelqu'un
qui aimait pas trop To Your Eternity et qui avait fait un commentaire en mode c'est quoi ce manga où le personnage c'est une pierre. Donc, je dirais un minéral. Question 280. Qu'est-il arrivé au personnage du Dr Stone de Riichiro Inakagi au début du manga? Je dirais ils sont tous pétrifiés. J'ai regardé les 2 premières saisons, je crois, de Dr Stone que je trouvais cool, mais sans plus, c'est pas ma cam, les trucs scientifiques, etc. Donc, alors, réponse très surprenante pour la 279 pour moi qui ne connais pas To Your Eternity. La réponse est un minéral, un animal et un être humain. Il peut être les 3 en même temps? Dans ce manga, on suit l'évolution d'une mystérieuse sphère qui peut adopter la forme de tout ce qu'elle touche. D'abord simple pierre, elle va prendre l'apparence d'un loup qui a succombé à ses blessures, puis d'un jeune garçon. Je trouve la question assez spéciale, parce qu'ils disent... La question c'est quand même sous quelle apparence est-il envoyé sur Terre au début du manga? Donc pour moi, sa première forme, c'est la pierre. Mais bon, apparemment, les 3 réponses étaient acceptées. Réponse à la question 280, ils sont changés en pierre. Bon, j'ai dit pétrifié, mais c'est la même chose, ça revient le résultat est le même, donc quand même bon là-dessus. Question 265. Dans l'attaque des titans de Hajime Isayama, quelle partie du corps des titans est vulnérable? Bon, ça c'est easy, c'est grave easy, c'est le cou, tout simplement. Et je crois qu'on m'avait dit aussi que la catégorie de personnages était relativement facile. Donc apparemment toutes les questions personnages sont dans ce style-là. Question 266. Dans Black Butler de Yana Toboso, quel personnage apparaît dans l'anime mais pas dans le manga? Ciel Phantom Hive, Snake, Alois Trancy ou Ronald Knox? Encore une fois, je suis trop fan de Black Butler, donc c'est hyper facile pour moi de répondre. Il s'agit de Alois, qui est l'un des protagonistes de la saison 2 du manga, qui est totalement un filler qui... Je comprends pas. N'allez jamais voir cette saison 2 de Black Butler en animé, elle ne sert à rien, ça n'a aucun rapport avec le manga, et je comprends pas ce qu'ils ont fait. Bon, on va quand même vérifier les réponses. Réponse à la question 265, il s'agit de la nuque. Oh, c'est vrai que j'ai dit le cou, ça compte quand même. Vous me donnez quand même le point si j'ai dit cou à la place de nuque. Et je vous jure que je visualisais la nuque, hein. Mais sur le coup, le mot m'est pas venu. Réponse à la question 266, il s'agit bien de Alois Trancy. C'est parti pour le décompte des points, et j'ai l'impression que j'ai pas fait un score si foufou que ça. Donc n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires combien vous avez fait. Et en attendant que je compte mes points, je vous laisse avec la question 25, qui est du coup une question bonus pour vous. Quel est mon nombre de mangas actuels au 10 février, jour à laquelle je tourne cette vidéo? Alors, même moi, en vrai, je suis pas certaine du chiffre. J'achète, je vends, etc. Donc ça bouge beaucoup. Mais dans mes souvenirs, je crois que je suis à 2367. Bon, après vérification, finalement, je possède 2381 mangas à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Donc, vous avez un point bonus si vous avez réussi à peu près à une dizaine de mangas près, vous avez réussi à trouver ce chiffre. Et sinon, concernant mes points, j'ai eu 18 bonnes réponses. Donc ça va, ça le fait. Je m'attendais peut-être à un score un peu plus élevé, mais c'est vrai qu'il y a quand même des questions sur lesquelles je me suis pas mal fait avoir. Notamment, en fait, je me rends compte que je ne connais pas trop en fait l'historique du manga, on va dire les légendes du manga, justement, dans la catégorie légendes du manga, je suis pas très au fait. Donc c'était assez intéressant. Le principe du jeu est plutôt cool, même si je pense que les 300 questions vont du coup être répondues assez rapidement. Mais c'est vraiment soit tu sais, soit tu sais pas. Il y a pas d'entre-deux. C'est assez dur de deviner pour les réponses. Encore une fois, je me répète, mais n'hésitez pas à participer à vous aussi à cette petite vidéo. Moi, j'ai trouvé ça assez cool. J'avais envie de tester depuis longtemps ces petites questions. Maintenant, c'est chose faite. J'espère que cette vidéo très tranquille, très chill vous a plu. On se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!